entretiens du marquis. Bonjour à tous. Les scandales, Palmade, Rima Abdul Malak, Boutonna, Attal, Emmanuel Macron, la Macronie tombe en pourriture. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais, comme il se doit, remercier tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Yvette Poré, Céline Dujardin et Marie-Thérèse Mbial. Merci, je vous remercie beaucoup, mesdames. Et puis, vous êtes toujours aussi nombreux à m'écrire, à lever le petit pouce bleu, à diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et on m'a fait remarquer que le ratio petit pouce levé bleu et le nombre de vues est tout à fait extraordinaire. Eh bien, c'est grâce à vous que cette chaîne se développe, c'est grâce à vous qu'elle lutte contre tous les éléments de censure. Je tenais à vous remercier. Certes, la presse de réinformation ne peut pas lutter à armes égales contre la presse mainstream, bien évidemment, mais grâce à vous, on arrive à la bousculer. On n'abandonne pas, on continue la lutte. Tenez, on va commencer par l'affaire Palmade. A priori, ce titre, je n'avais pas envie de le traiter, il était pour moi anodin. Affaire Pierre Palmade, l'humorisme, entre guillemets, l'humoriste pas drôle, va être transféré au CHU de Bordeaux. Après avoir passé plusieurs semaines à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, Pierre Palmade va être transféré au CHU de Bordeaux. L'humoriste pas drôle est toujours sous contrôle judiciaire. Bon, c'est une brève, et puis on fouille un peu. D'abord, il n'a fait qu'un séjour à l'hôpital, il n'est jamais allé en prison. On peut rappeler un petit peu ce qu'on lui reproche. Eh bien, regardons. Le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l'accident a fait 3 blessés graves. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. Dans cet article, ce n'est pas ce qui est dit le plus important, c'est que vous vous en doutez, c'est ce qui n'est pas dit. En effet, l'article n'aborde pas le fait que c'est un récidiviste au niveau de la consommation de farine. L'article n'aborde pas la question de la petite enfance. Et puis, vous avez cette phrase, cette femme qui a perdu un enfant qu'elle portait. En droit, cela s'appelle un homicide qui a été en plus prouvé par l'avocat. Vous avez donc un humoriste qui a bénéficié, humoriste pas drôle, je tiens encore à le rappeler, qui a bénéficié d'une certaine clémence. Comment se fait-il qu'il aille à Bordeaux ? Pourquoi va-t-il se faire soigner à Bordeaux ? Lorsqu'on lit les différents articles, on nous explique qu'il y a un service qui permet d'aider les toxicomanes. Vraiment, est-ce qu'on croit que c'est la véritable raison ? Ah ben non, en grattant un peu, on apprend cette chose. Aujourd'hui, Hélène Palmade est médecin. Elle travaille au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au service de chirurgie maxillofaciale et stomologie. Concernant la Benjamine, Claire Palmade, elle a habité Paris durant près de 20 ans avant de revenir s'installer sur les rives de la Garonne. Cette artiste peintre plasticienne partage sa vie avec Johan, un photographe et réalisateur. Voilà, on permet à Pierre Palmade de rejoindre gentiment sa famille sans passer par la case prison. On a affaire à un récidiviste, quelqu'un qui a engendré un homicide et des blessures très graves, et il s'en sort plutôt bien. Et quel est l'intérêt dans sa vie ? Quelle est la phrase qu'il a prononcée dernièrement ? Eh bien, on va la lire. Affaire Pierre Palmade. Dis donc, elle va valoir cher, ma première interview. Cette phrase que l'humoriste aurait vite regretté de dire. Cela en dit long sur l'état d'esprit de ce personnage. Il se sent tout-puissant, il se sent protégé pour dire ce genre de choses. Sa sœur, Hélène, est venue tout de suite après dire non, il regrette, il sait qu'il a fait le mal, etc. Voilà comment un homme du showbiz est traité. Est-ce que vous pensez que s'il y avait eu un homme de la rue qui aurait commis les mêmes faits, il aurait bénéficié d'un tel traitement ? Je ne crois pas. Alors, on va maintenant relier cette affaire avec une autre, notre ministre de la Culture, Abdul... Alors attendez, je ne vais pas me tromper, j'ai toujours du mal à le dire, Rima Abdul Malak. Elle a été nommée par Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a fait plutôt des études, j'ai envie de dire politiques, et puis qui s'est spécialisé dans la culture, à tel point qu'elle est devenue indispensable et qu'elle a remplacé Bachelot et Riester.
Nous la voyons par exemple en très bonne compagnie, puisque c'est un clip qu'elle a tourné il y a peu de temps, Fuir Jack Lang, le drôle de clip de la ministre de la Culture pour promouvoir le cinéma. La ministre Rima Abdul-Malak a dévoilé ce mercredi une vidéo humoristique dans laquelle elle se met en scène avec son prédécesseur Jack Lang, un clip diffusé à l'occasion d'une campagne pour faire revenir le public dans les salles de cinéma. Ce clip vidéo qui date d'octobre 2022 est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce qu'il nous permet de contextualiser qui est exactement Rima Abdul-Malak. Je ne sais pas si vous avez vu ce clip vidéo, moi je ne l'avais pas vu, j'en ai parlé autour de moi, c'était inconnu au bataillon. Peut-être que nous l'avons raté. Il n'en reste pas moins que lorsque l'on le regarde jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'il s'adresse avant tout à la profession, ou tout au moins au monde de la culture. Pour quelle raison? D'abord, Rima Abdul-Malak se met tout simplement dans le sillage de Jack Lang. Je serai une ministre de gauche, comme mon illustre prédécesseur Jack Lang, entre guillemets. Vous savez, Jack Lang, c'est formidable, les petits cocktails onéreux et les subventions pour les associations qui voteront PS. Voilà, hein, c'est ça le monde de la culture selon Jack Lang. Du clientélisme. Eh bien, elle rechausse les bottes de Jack Lang. Mais de l'autre côté, dans le clip vidéo, elle ringardise un peu Jack Lang, qui est un petit peu vieux, qui la harcèle, et elle fuit Jack Lang en allant au cinéma, et pas de chance, elle le retrouve. Elle envoie de sacrés signaux, d'autant plus qu'elle rappelle souvent qu'elle a eu comme professeur Philippe Gorkuf lorsqu'elle était étudiante. Et Philippe Gorkuf n'est pas un inconnu dans le monde de la gauche. Il l'est peut-être pour nous, je dirais un peu plus à droite, mais pour la gauche, c'est une icône. C'est en effet un gauchiste extrême, proche d'attaque. Vous savez, ces mondialistes qui sont pour l'Union européenne et pour la globalisation. Et Philippe Gorkuf, évidemment, milite à côté des indigènes de la République. Vous voyez le genre, Rima Abdul-Malak envoie de sacrés signaux. Je ne serai pas Bachelot, je ne serai pas Riester, des ministres de droite. On a envie quand même de lui rappeler que Emmanuel Macron, c'est celui qui travaille pour les premiers de cordée, selon ses dires. Voilà un petit peu le personnage présenté à travers ce clip vidéo. Mais on va maintenant la présenter à travers ses actions. Elle a eu à trancher d'une affaire extrêmement délicate, on va dire. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Il se nomme Dominique Boutonnat. Cet illustre inconnu, pour la plupart des Français, est un homme qui compte dans le milieu de la culture puisqu'il est directeur du Centre national du cinéma. Un homme puissant. Or, nous sommes en présence d'un deuxième scandale, un scandale à la hauteur d'Olivier Duhamel. Vous vous en souvenez d'Olivier Duhamel? Non. Eh bien, ça tombe bien, notre ami Rémi de Juste Milieu vient de sortir un numéro spécial Olivier Duhamel. Je vous invite à regarder. C'est à peu près la même affaire. Boutonnat va en Grèce, il a un neveu d'une vingtaine d'années, et là, eh bien, je ne sais pas si c'est le climat, est-ce qu'il a vu une statue de Pan, est-ce qu'il a relu Platon, je n'en sais rien. En tous les cas, il a voulu lui apprendre les fameuses mœurs grecques athéniennes. Le neveu n'a pas été du tout d'accord, il a porté plainte pour agression. Si vous me suivez, c'est encore une affaire de la petite enfance. Dominique Boutonnat dit qu'il est innocent et notre ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a dit « Oui, il y a la présomption d'innocence, je le laisse à la direction du Centre national du cinéma ». Est-ce qu'elle ne voulait pas avoir des ennuis avec des lobbies très puissants? La question se pose parce que lorsque les journalistes comme Mediapart ont fait leur petite enquête, la présomption d'innocence, je veux bien, mais il y avait quelques éléments accablants. Autre élément accablant contre Dominique Boutonnat, la fouille du téléphone a révélé qu'il avait effacé les photos de son filleul nu, ainsi que les messages où il lui demandait de ne rien dire de cette nuit. Voilà, Rima Abdul-Malak le laisse. Alors, vous avez l'affaire Pierre Palmade, vous avez Jack Lang, et maintenant vous avez Dominique Boutonnat. Cela nous donne une idée de la façon dont elle gère les réseaux. Et arrive le plus gros scandale, à mon avis, c'est celui de la nuit des Molières. Alors on va regarder les titres des journaux, ce qui est très intéressant, comme j'ai envie de dire, comme c'est un petit peu leur habitude, ce n'est pas dans ce qui est écrit, c'est ce qui n'est pas dit. Là, ce n'est pas possible. Interpellée aux Molières, la ministre Rima Abdul-Malak se lève et réplique.
Lors de la 34e nuit des Molières qui se tenait au Théâtre de Paris ce lundi soir, la ministre de la Culture a pris la parole depuis la salle pour répondre à l'interpellation de 2 artistes. C'est vrai que son allocution force le respect, hein. Vous imaginez les 2 cégétistes qui interpellent la ministre, citent Gérard Philippe en expliquant que les artistes ne sont pas des chiens et hop, au débeauté, Rima Abdul-Malak, lorsqu'elle leur répond, leur dit année 57. Waouh, c'est fort ça, c'est énorme. Et puis elle leur explique à tous ces artistes, mais attends, je suis de gauche, je suis une ministre qui vous aime bien, qui vous donne des tas de subventions pour vos BHL, vos bids hautement lucratifs, comme le dit très bien François Asselineau. Ça vous permet, vous, tous les has-beens, de continuer à tourner, et puis par la suite, vous nous le rendez un petit peu, hein, vous nous expliquez que Macron est formidable, et lorsqu'on vous demande des petits services pendant le Covid, eh bien, vous expliquez que tous ceux qui ne se font pas vacciner sont des chiens. Et puis, elle explique aussi à ses cégétistes qu'elle, c'est une femme de dialogue, que sa porte est ouverte. Elle est applaudie. Magnifique. Non, mais franchement, c'est magnifique, on est admiratif. Et d'ailleurs, toute la presse, hein, aux ordres, dans tous les cas, donne ce genre d'article. Molière du théâtre, la riposte de Rima Abdul-Malak inspire le respect. Et oui, elle a choisi de riposter et pas de sourire. Le président de la République, lui aussi, hein, a dit cette chose. Ministre interpellé au Molière, pour Macron, quand on peut restaurer la vérité, ça a une autre allure. Et là, on se dit, oui, la Macronie a marqué un point. En même temps, vous savez que mon titre, c'est qu'il tombe en pourriture. Il y a peut-être quelque chose. Et oui, il y a quelque chose. C'était une énorme mise en scène. J'ai presque envie de dire, c'est le plus gros bidonnage en direct de la Macronie. Alors, je voudrais juste expliquer comment les choses se sont passées. Nous avons maintenant tous les témoignages. Il n'y a pas que Cyril Hanouna qui en a parlé. Vous aurez le numéro dans Challenge. Donc, tout est sourcé. Il faut savoir que nos 2 cégétistes, elles ont prévenu leur direction qu'elles allaient parler. La direction leur a dit « Mais oui, allez-y, mais on aimerait avoir le texte. Comme ça, on pourra le mettre sur un prompteur. Tout le monde pourra suivre. » Elles ont donné leur texte. Et évidemment, les membres du ministère de la Culture savaient exactement de quoi il s'agissait. Ça leur a permis, par exemple, que la citation de Gérard Philippe soit cherchée. Et Rima Abdul-Malak, elle a dit 57. Elle me fait penser un peu, Rima Abdul-Malak, à ces gens qui jouent au Trivial Pursuit et qui ont les réponses sur les jambes. Une tricheuse. Mais il y a quelque chose de bien pire dans cette histoire. Comme elle connaissait le texte, elle a pu préparer évidemment son discours. Donc ce qu'elle a fait croire comme improvisation était une récitation. Alors, certains voudraient donner à Rima Abdul-Malak, puisque c'était la nuit des Molières, le théâtre, un Molière d'honneur. Mais il y a quelque chose de pire dans tout cela. Rima Abdul-Malak a eu droit à un micro qui est arrivé de suite. Et sur les images, on s'aperçoit que le monsieur est à sa droite et qu'il se précipite lorsqu'elle se lève pour lui donner le micro. Autrement dit, France 2, qui signait la réalisation, avait été en quelque sorte complice de la ministre de la Culture. Mais même pire, tout le monde savait que c'était une mise en scène. Comment peut-on avoir des articles nous expliquant qu'elle était brillante, Rima Abdul-Malak, alors que c'est une énorme mise en scène? Mais là, vous avez tout le combo de la Macronie. Vous avez des mises en scène, des barbouzeries, parce que c'est une barbouzerie, la presse aux ordres, qui ne dit rien, qui se tait, au contraire, qui fait monter la mayonnaise. Et vous avez un président de la République qui se vante, qui se félicite de toute cette barbouzerie. Dans n'importe quel autre pays du monde, ce ministre aurait dû démissionner, le gouvernement devrait être impacté, et j'ai presque envie de dire, normalement, Borne devrait donner sa démission après ce genre de choses. Quant à Delphine Ernotte, nous la connaissons, nous l'avons épinglée il n'y a pas si longtemps que ça ne nous étonne pas. Voilà ce qui se passe dans le petit monde de la culture. Oui, il y a bien quelque chose de profondément pourri dans ce royaume de France 2 et de la Macronie. D'ailleurs, je vais continuer un petit peu sur cette pourriture de la Macronie, puisque nous avons partout Pape Ndiaye qui fait la une, mais il fait la une, vous savez aussi, pour cacher ce genre de nouvelles. 40% des collégiens de 6e ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture, ni le calcul. C'est ça le bilan
de l'éducation nationale sous Pape Ndiaye et Emmanuel Macron. Faire en sorte que la moitié des petits Français ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture, ni le calcul. Vous imaginez le drame national que cela fait? Alors je voudrais revenir à Gérard Philippe. Gérard Philippe, c'était l'acteur emblématique du TNP, du Théâtre National Populaire, qui avait été fondé par Jean Vilar. Jean Vilar avait en effet un objectif, faire en sorte que les trésors du théâtre soient accessibles au plus grand nombre. Idée qui avait été reprise par le général de Gaulle lorsque vous étiez dans les années 60 et que vous allumiez la télé une fois par semaine, vous aviez un trésor de la littérature française à l'écran, avec des scores qui pouvaient monter à 7, 11 millions. Certes, il n'y avait qu'une chaîne, mais il n'en reste pas moins que les professeurs de collège et lycée demandaient aux parents « Laissez regarder pour une fois vos enfants la télévision ». C'était ça. En 68, Jean Vilar a été plus ou moins mis à l'écart, à Avignon notamment, par les 68ards. Cela veut dire quelque chose. Ces 68ards ont pris le pouvoir dans le monde de la culture, ce sont les collabobos, et ils ont fait exactement l'inverse de ce que prônait Jean Vilar. Ils ont mis en scène de petites œuvres pour les rendre les plus inaccessibles au plus grand nombre. Il suffit de regarder le cinéma français. Qui va voir un film français aujourd'hui tellement c'est nul? Quant aux grandes pièces de théâtre de notre répertoire, eh bien c'est l'entre-soi parce que les problématiques qui sont choisies sont restreintes à ce petit monde de la culture. C'est une véritable honte. Et je pourrais presque utiliser un terme à partir d'un élément que vous allez comprendre. Eh bien, ce sont les petits marquis de la culture et du gauchisme qui ont assassiné l'idée qu'on se faisait dans les années 50 et 60 de la culture, faire qu'elle soit accessible pour tous. Et lorsqu'on sait que Rima Abdul Malak travaille de concert avec Pape Ndiaye, alors c'est pas le concert de casserole, mais de concert, on a une très bonne idée de quoi il s'agit. Il y a vraiment quelque chose de pourri dans le royaume de la Macronie. Alors parfois il y a des nouvelles, je vous avouerai, c'est pas qu'elles sont réjouissantes, mais ils sont tellement acculés qu'ils arrivent à dire des bêtises plus grosses que. Regardez ce qu'arrive à déclarer Gabriel Attal en plein concert de casserole. Dans l'Hérault, Gabriel Attal réagit aux manifestations qui accompagnent les ministres. Ceux qui ont le temps d'accueillir des ministres de 14h à 18h en pleine semaine, a priori, ce ne sont pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. Vous remarquez sur la photo les yeux cernés, hein, on le sent très fatigué, Gabriel Attal. Il ne doit pas très bien dormir. Alors pourquoi est-il si énervé? Je vous ai dit, il y a un concert de casserole lorsqu'il débarque dans l'Hérault, arrivé proprement grotesque des ministres Attal et Guérini à Moguillot, faisant semblant de saluer leurs hôtes comme si tout allait normalement, pitoyable pantomime de politicards désavoués. Peut-être qu'il compte sur la complicité, j'ai envie de dire, des services de LCI ou de BFM, qui feront un cadrage, qui couperont le son, et puis on les voit très heureux. La réalité, c'est que Gabriel Attal est énervé et il arrive à dire ce genre de choses. Alors pourquoi c'est une énorme bêtise? Parce que quand on réfléchit, ceux qui ont des difficultés à boucler les fins de mois, qui sont les responsables? Eh bien, c'est Gabriel Attal et Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a de la misère en France et que, étant ministre, c'est quand même lui qui est le responsable. Et puis, lorsqu'il arrive à essayer d'opposer les Français qui manifestent à ceux qui travaillent, il oublie que souvent, hélas, ceux qui ont du temps libre, c'est peut-être parce qu'ils travaillent dans la restauration, justement les casseroles, ceux qui travaillent dans l'enseignement, eh bien, ils peuvent avoir des après-midi de libre et ils permettent ainsi à ceux qui travaillent d'être représentés. Une énorme bourde de notre ami Gabriel Attal. Alors quand je dis ami, attention, c'est évidemment ironique. Et on aimerait que les journalistes aux ordres s'intéressent par exemple à ce que nous dit Florian Philippot. Macron ne peut plus se déplacer en France sans son hélicoptère, cela coûte une fortune par heure, un générateur, 500 policiers et gendarmes. Tout ça coûte une fortune et n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens puisque les Français détestent Macron. Le divorce est consommé. Cet homme honni doit dégager, démissionner, s'exiler, être destitué, partir. Choisissez le verbe qui vous convient ou même vous pouvez peut-être en ajouter un autre. J'imagine d'ailleurs ce que vous avez envie pour Emmanuel Macron.
Et puis Emmanuel Macron, c'est la dictature en marche. Il veut interdire les manifestations comme les casseroles. Échec de la préfecture macroniste qui avait pris un arrêté d'interdiction de manifestation pour la visite de Macron. Arrêté d'interdiction qui vient d'être cassé par le tribunal administratif d'Orléans. Le risque terroriste était bien sûr mensonger. Voilà comment se comporte Emmanuel Macron. Alors, est-ce que cela va durer très longtemps? Ce que nous savons, c'est que dans ce petit monde de la Macronie, des journalistes qui continuent à le soutenir. On a vraiment sur LCI, France 2 et BFM, des jusqu'au-boutistes. Il y a bien quelque chose, et je ne cesserai de le répéter dans cette vidéo, de pourri dans ce monde. Mais à force de pourrir, les choses finissent par tomber. Il devrait y penser. Et puis on va parler un petit peu de Mayotte. Je n'avais pas parlé cette semaine, mais j'attendais ce titre. Il suffisait juste d'attendre. Voilà ce que nous avons à la une du Figaro. Immigration clandestine, l'État mis en échec à Mayotte. Ce qui est terrible avec la Macronie, c'est qu'ils essaient de cacher leurs échecs avec toujours l'accessoire. J'en avais parlé hier. L'éducation nationale, on allait tout résoudre avec les remplacements et on apprend qu'il y a 40% d'élèves qui ne savent ni lire ni écrire. À Mayotte, on allait voir ce que nous allions voir. Ils allaient résoudre le problème de l'immigration clandestine. Et là, on lit que c'est en échec. Et puis, on pourrait continuer. Inflation, énergie, la santé. Et là, Emmanuel Macron nous dit « Attention, je vais lutter contre les déserts médicaux ». C'est à chaque fois des petits détails comme ça pour essayer de cacher un ensemble de faillites. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là encore, nous avons la méthode Macron. On fait beaucoup de communication, mais on n'assure pas l'intendance. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas capables de négocier avec les Comores le renvoi de leurs ressortissants, c'est-à-dire qu'ils lancent une opération sans avoir l'aval des Comores? Mais qui sont ces amateurs? Et ensuite, la même chose, ils lancent une opération sans avoir l'aval de la justice. Il n'y a personne qui a essayé de travailler autour de là. Mais qui sont ces amateurs? Voilà, ce sont les macronistes, ce n'est que de la communication, ce sont que des paroles, et les quelques gestes, ce n'est qu'un théâtre d'ombre dans une certaine mesure. Alors, les gauchistes, eux, ils ont la solution pour résoudre le problème de Mayotte, et ça, j'avoue que les bras m'en tombent. Dominique Voynet, oui, celle qui a tué notre filière nucléaire, qui devrait se cacher jusqu'à la fin de ses jours, propose de donner des visas aux migrants comoriens. S'il y avait 100 000 Comoriens en métropole sur 70 millions d'habitants, on ne les voit pas, alors qu'à Mayotte, on ne voit que ça. Alors, j'avoue que créer des appels d'air, c'est en effet un moyen pour accélérer la submersion migratoire. On a vraiment affaire à des gens qui ont des problèmes psychologiques. Je préfère me taire, parce que là, je deviendrai très grossier. Allez, on va aborder maintenant la page internationale et nous allons un peu parler du Canada. Ah, Justin Trudeau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Eh bien, Justin Trudeau, j'ai l'impression qu'il commence à avoir un peu peur parce qu'il est en train de réviser son narratif. Il nous explique, par exemple, comme tout progrès médical moderne, les vaccins ont des effets secondaires. Je croyais qu'il n'y avait pas d'effets secondaires, Justin Trudeau. Ça alors? Il y a vraiment un changement de narratif. Et puis, on vient d'apprendre quelque chose. Alors là, je n'étais vraiment pas au courant parce que ce que j'avais vu, c'était un petit peu l'inverse. Eh bien, Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui respecte les gens qui ne se font pas vacciner. Et donc, sans forcer personne à se faire vacciner, j'ai choisi de m'assurer que toutes les informations, sans forcer personne à se faire vacciner, en mettant en place une mort sociale. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Justin Trudeau? Vous commencez à avoir les chocottes, vous commencez à comprendre que peut-être c'est votre fin. C'est très intéressant ce changement de narratif. Nous avons absolument le même en Allemagne, il y a eu le même en Nouvelle-Zélande, maintenant au Canada. Eh bien, j'ai envie de dire que les choses avancent. S'ils sont capables de se déjuger de cette façon-là, c'est qu'ils en ont plus pour très longtemps. Malgré tout, ils vont essayer de nous sortir quelque chose de leur chapeau. En effet, on vient d'apprendre que Justin Trudeau ainsi que Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen seraient à New York la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, c'est un article qui date de quelque temps, donc le 27, ce serait demain, pour le Global Citizen Now. Cette réunion a lieu 2 jours après l'annonce
par Joe Biden de sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Un hasard certainement. Arrêtez avec vos théories du complot, même si sur la photo, vous remarquez qu'il n'y a que ses soutiens. Mais ses soutiens sont au plus mal. Trudeau est coincé par sa politique de vaccination et par toutes les autres affaires. Emmanuel Macron, bon, c'est un concert de casserole. Quant à Ursula von der Leyen, eh bien, vous savez, et j'en ai parlé suffisamment, qu'il y a cette nouvelle plainte pénale, qui vient d'être déposé. Vous n'apprenez rien parce que je vous en ai parlé. Soupçon de pacte de corruption, opacité, prise illégale d'intérêt, négociation secrète, suppression de documents publics, etc. Par contre, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est que de nombreux européistes sont en train de dire il faut l'exfiltrer. Alors, elle a été exfiltrée d'Allemagne à la tête de la Commission. Maintenant, ils vont l'exfiltrer de la tête de la Commission vers l'OTAN. Ça sera quoi la prochaine exfiltration ? On la mettra à la tête de l'ONU, c'est vraiment un petit monde pourri, 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 pourri. Alors quand on regarde ce Global Citizen Now, qui finance tout ça? Eh bien on va regarder que du beau monde. Des dirigeants de Verizon, Cisco, Citi, Procter & Gamble se joindront aux responsables philanthropiques des fondations Ford, Open Society. Open Society, c'est George Soros. PepsiCo et Rockefeller pour discuter de la manière dont les changements peuvent être mis en œuvre. Manifestement, il n'y a que des philanthropes. Oui, c'est le mot qui me semble le plus juste lorsqu'on voit cette énumération. Cette réunion, normalement, a pour but de promouvoir l'égalité homme-femme, le blablabla. Mais on constate que tous ces gens sont dans une situation extrêmement difficile. Et ils essaient donc de trouver une nouvelle stratégie pour s'en sortir. Est-ce qu'ils y arriveront? Ça, c'est autre chose. Puisqu'on parle de George Soros, c'est Valeurs Actuelles qui nous sort un numéro très intéressant. C'est comment Soros et la CEDH ont tout fait pour étouffer l'affaire. Alors, quelle affaire? 3 ans après nos révélations sur l'emprise des juges Soros à la Cour européenne des droits de l'homme, un nouveau rapport démontre que seules de timides leçons ont été tirées de ce scandale. Pis, il se poursuit. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez d'ailleurs enquête, la mafia Soros, comment les ONG progressistes de l'Open Society ont infiltré la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, et nous avons à l'intérieur de l'article, vous pouvez lire le dossier et acheter Valeurs Actuelles, bien évidemment. Sur cette période, à 88 reprises, 18 de ces 22 juges ont siégé dans une affaire impliquant l'ONG pour laquelle ils avaient travaillé, comme autant de conflits d'intérêts évidents. On est dénombré jusqu'à 185 affaires dans lesquelles l'une des 7 ONG avait agi visiblement comme requérant, représentant ou tiers intervenant. Et encore, Grégor Poupik concédait le nombre d'affaires, laissant apparaître un lien indirect et tellement considérable que nous n'avons pas entrepris de l'évaluer totalement. Cette exposition crue des faits avait permis de mettre à jour une cause de la dérive idéologique de cette instance européenne et de comprendre comment la CEDH, autrefois si respectueuse et respectée, était devenue le haut-parleur de la culture woke et le promoteur du lobby LGBT, une situation qui mettait en cause non seulement l'indépendance de la Cour, mais aussi l'impartialité de ses juges, qui héritaient bientôt du nom de juge Soros. Lorsqu'on reprend tous les titres que j'ai donnés, vous voyez qu'il y a des lobbies. Si les membres de ce lobby font n'importe quoi ou commettent des délits, ils sont protégés par le système, au plus haut niveau, par un ministre de la Culture, par le président de la République, par le monde judiciaire. Pour quelle raison, à votre avis, lorsqu'on connaît le poids de l'Open Society? Et que lorsqu'on essaie de dénoncer ce genre de dérive, on est qualifié de complotiste. Remarquez que ce n'est pas très étonnant lorsqu'on voit la qualité, j'entends, des journalistes. Il y a un certain Marquis de Drélincourt. Selon Julien Pain, la liberté d'expression est d'extrême droite. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je défends les libertés. C'est le même discours que Macron, Thierry Breton et les docteurs du Big Pharma. Est-ce un hasard? En effet, Julien Pain, lorsqu'il va dans une librairie et qu'on lui répond c'est la liberté d'expression, il dit ça c'est un argument d'extrême droite. Remarquez qu'il y a quelque temps, il nous avait expliqué que la charte de musique des droits et des devoirs des journalistes, c'était encore un argument de l'extrême droite. Et puis, lorsqu'on parlait de référendum, oh là là là, le référendum, faire voter le peuple, ça c'est encore une dérive d'extrême droite. Tous les piliers de notre démocratie sont qualifiés aujourd'hui par ces faux journalistes propagandistes d'extrême droite, où nous sommes des complotistes.
c'est quelque chose d'effrayant. Et on comprend mieux pourquoi le système arrive encore à se maintenir, même s'il est littéralement rongé par la gangrène, pourri de l'intérieur. Ce sont ces gens-là qui le maintiennent en soins palliatifs. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.